de nous, et c'est les médecins d'ailleurs que nous allons entendre. Alors, pour savoir exactement de quoi nous parlons, et c'est évidemment le cœur de ce problème et le cœur de cette affaire, savoir exactement de quoi on parle, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Philippe Carsanti, que certains connaissent probablement déjà, maire adjoint de Neuilly-sur-Seine, qui est un acteur important de ce dossier Aldoura et qui l'a défendu, chacun sait combien et comment. Nous avons également le plaisir d'accueillir Gérard Hubert, qui est psychanalyste. Quand nous avons parlé ensemble pour essayer de trouver l'angle de son propos, je l'ai résumé de cette façon, j'imagine que certains vont sourire: le choc des mots, le poids des photos. En effet, avec Gérard, nous essaierons de voir l'impact de ces photos de l'affaire Aldoura, des films qu'on a pu voir, essayer de comprendre pourquoi lui, en tant que psychanalyste, a tout de suite été intéressé, interpellé par cette affaire. Stéphane Romano nous fait également le plaisir d'être avec nous. C'est un chirurgien spécialiste de la main à l'hôpital américain, un chirurgien de guerre. Il a pu étudier des photos du père, des blessures du père du petit Aldoura, et il nous dira les conclusions qu'il a pu tirer puisqu'il a été expert en la matière dans un procès. Patrick Bloch nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir, professeur des universités, chirurgien des hôpitaux de Paris. Le professeur Bloch est auteur d'un rapport qui a été commandé par le CRIF, et avec lui, nous essaierons de mieux comprendre les aspects balistiques de cette affaire et traumatologique. Me souffle Richard Prasquier, qui, je ne le présente pas, est le président du CRIF. Voilà pour nos invités. Alors, la difficulté de la soirée, c'est qu'avec autant de gens passionnants, il va falloir que nous fassions relativement court, puisque nous avons grosso modo 1h30, 1h03 à être ensemble. Donc, chacun des intervenants va avoir en moyenne une dizaine de minutes pour pouvoir s'exprimer, à part Philippe, bien évidemment, qui, lui, va exposer les faits par l'image. Je vais demander à chacun d'ailleurs de pouvoir s'asseoir pour qu'on puisse suivre l'exposé de Philippe. Évidemment, en fin de soirée, lorsque chacun se sera exprimé, libre à vous, si vous le souhaitez, de pouvoir poser toutes les questions qui n'ont pas encore, par nos intervenants, trouvé de réponse. Bonsoir à tous et merci beaucoup, je suis ravi d'être là. C'est pour moi un grand moment de pouvoir faire cette soirée avec tous ces experts. Donc, comme on m'a demandé de faire assez court, je vais peut-être essayer de parler vite, donc essayez de me dire si je vais trop vite. Donc, vous connaissez donc probablement tous cette image, c'est la fin du reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre 2000, un reportage de 50 secondes, où on voit, selon les images que nous décrit France 2, la mort d'un enfant en direct. L'armée israélienne a immédiatement reconnu avoir tué l'enfant, puis progressivement s'est rétractée et a dit il est probable que les tirs venaient plutôt de la position palestinienne. Il y a des gens qui se sont intéressés à l'affaire, comme le scientifique israélien Nahum Sharaf, puis Yosef Doriel, puis Stéphane Juffa, Gérard Hubert qui est ici aussi, et Richard Landes aux États-Unis et Esther Shapira en Allemagne. Tous ces gens-là ont fait un travail remarquable et exceptionnel pour permettre d'avancer dans la connaissance de cette histoire-là. Ils sont au début arrivés à la première conclusion que les tirs ne pouvaient pas venir du côté israélien, pour enfin arriver à la conclusion que cette image était le résultat d'une pure et simple mise en scène. Alors, moi je suis arrivé un petit peu après tous ces gens-là, j'ai rassemblé leurs documents, j'en ai trouvé d'autres, et je suis donc aussi arrivé à la conclusion que c'était une pure et simple mise en scène. Alors, toutes les pièces que vous allez voir là ont été validées par la justice française, n'ont jamais été contestées par qui que ce soit. Encore une fois, ni par la justice, ni par France 2, ni par leurs avocats. Comme on a vraiment un temps extrêmement limité, on ne va voir que maximum 20% des preuves dont on dispose, mais j'ai vraiment choisi de faire les choses les plus précises. Toutes vos questions, je vous demande de les conserver pour la fin, donc de toutes nos interventions. Alors, juste pour vous dire, bien évidemment, à chaque fois qu'on a fait des présentations dans le monde entier, on a demandé
à nos opposants de venir contester ces images. Nous n'avons jamais eu trouvé quelqu'un en mesure de nous confronter, de nous apporter une confrontation factuelle. À chaque fois, ce sont des attaques personnelles pour ce qui me concerne ou pour les autres acteurs. Et ça, bien évidemment aussi, si vous avez des questions là-dessus, je serai prêt à répondre à toutes les éventuelles attaques. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur la présentation. Si on pouvait éteindre les lumières, ce serait formidable. Et s'il vous plaît, notez bien vos questions. C'est bon? Alors, je vous demande de regarder vraiment les 50 secondes du reportage. Si ça veut bien avancer, voilà. J'affirme donc clairement que 100% du reportage est une pure et simple mise en scène. Je crois qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui aille descendre la flèche. Henri, est-ce que tu peux aller faire baisser la flèche de l'ordinateur? Parce que je crois que la distance est un peu trop longue. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Voilà. Donc ça, c'est donc l'image finale du reportage. Alors, là, je vais vous expliquer maintenant la version des faits de France 2. Alors, les soldats, France 2 affirmait que les soldats se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. Il affirmait que les soldats israéliens ont tiré sans discontinuer sur le père et l'enfant pendant 45 minutes. Première remarque de bon sens, quand vous avez une cible fixe comme le père et l'enfant à 80 mètres, une cible environ d'entre 1 et 2 mètres carrés, tous les soldats du monde vous disent qu'il leur faut entre 1 et 2 balles pour atteindre cette cible, en aucun cas 45 minutes. Ensuite, on nous dit que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Et enfin, que le garçon a reçu 3 balles et en est mort. Ce qui fait donc au total 15 balles d'armes de guerre. Et quand on regarde la dernière photo, on s'aperçoit que malgré les 15 balles, il n'y a pas une goutte de sang, ni sur les vêtements, ni sur le mur, ni sur le corps des personnes. Ce que vous voyez là juste, c'est éventuellement une petite tache sombre que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, on va vous faire une présentation, donc, comme je vous l'ai dit, assez rapide, en vous montrant très rapidement l'exploitation mondiale du reportage et 5 questions-réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Et enfin, les derniers événements, on les verra probablement très court. Alors, l'exploitation mondiale du reportage. Donc, comme vous le savez, 2 soldats israéliens ont été lynchés à Ramallah 2 semaines après les faits, et la foule s'est criée « Adoura, Adoura », donc criant le nom de l'enfant Mohamed Adoura pour expliquer que c'était une vengeance. Ensuite, vous avez tous les pays arabes et musulmans qui ont imprimé des timbres à l'effigie du père et de l'enfant. Ça va de l'Iran au Soudan jusqu'à la Jordanie et l'Égypte. Ça, c'est une vidéo de recrutement de Ben Laden qui a été mise en ligne dans les semaines qui ont suivi et dans les mois qui ont précédé les attentats du 11 septembre. Voilà, on va passer à une autre. Donc ça, c'est la rue Mohamed Al-Doura à Tunis, et pour vous expliquer encore que dans tous les pays arabes, il y a des rues et des monuments. Ça, c'est la vidéo de la décapitation de Daniel Pearl. Vous ne verrez pas l'image horrible, mais vous verrez que la justification de la décapitation de Daniel Pearl, c'est la fausse mort de Mohamed Al-Doura, et vous verrez que c'est un rapport extrêmement important avec l'actualité de ce qui s'est passé hier. Donc là, vous voyez qu'on vous met derrière les images des obsèques, on intercale dans la vidéo de propagande les images du père et de l'enfant. Ensuite, enfin, pour conclure, vous avez des monuments partout dans le monde, et ici, vous avez donc la place de l'enfant martyr de Palestine, à Bamako. Voilà, capitale du Mali. Alors, les sources que je présente dans cette explication n'ont jamais été contestées. Vous avez donc toutes les images diffusées par France 2 sur le sujet, les 18 minutes de rush que France 2 a enfin présenté à la justice. Comme vous le savez, il y a eu des images que France 2 prétendait détenir du reportage prouvant l'authenticité du reportage. Ils affirmaient qu'ils en avaient 27 minutes.
lorsque la justice, au bout de 7 ans, leur a ordonné de présenter les images, ils n'en ont présenté que 18. Toutes les images tournées par Associated Press et Reuters le même jour au même endroit. Et aussi toutes les déclarations publiques de Charles Anderlin et de Talal Abou-Rahma, le caméraman de France 2, celui qui était sur place, car je tiens à vous le rappeler, Charles Anderlin n'était pas sur place, c'est son caméraman qui a filmé, qui à l'époque travaillait aussi pour CNN. Il a envoyé ces images à CNN et France 2. CNN a refusé de les diffuser, France 2 les a montées, Charles Anderlin les a montées et les a commentées comme vous les avez entendus. Et enfin, et là j'insiste absolument, sur des expertises balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques que nous avons utilisées en justice et dans toutes les étapes de la procédure. Alors le contexte du carrefour, où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc, vous voyez cette position israélienne, elle est là. Vous voyez la distance de 80 mètres. Ici, vous avez le mur avec le baril où le père et l'enfant étaient dissimulés. Et là, vous avez un angle assez important avec ce qu'on appelle donc le carrefour de Netzarim. Là, vous allez voir quelques images qui ont été tournées le jour même, au même endroit, par des caméramans qui se trouvent là et qui filment dans cette direction. Regardez, donc là, il y a le fortin israélien. Vous voyez, donc on a bien le drapeau israélien là. Donc tout ça, c'est le fortin israélien, là où les Israéliens sont censés pouvoir tirer. Donc un enfant, enfin un adolescent est censé être blessé. L'ambulance va venir en vitesse. Les caméramans aussi, regardez un, celui qui filme. On va envoyer d'autres. Et là, regardez ce que fait ce jeune garçon. Il est tellement content que son copain se soit fait abattre qu'il part en souriant et il applaudit en tournant le dos aux Israéliens. Voilà. Et là, vous voyez donc tous ces caméramans qui tournent. Et là, étonnamment, il y a quand même quelqu'un qui pourrait vraiment être un danger pour les Israéliens, quelqu'un avec une arme automatique et un treillis. Et lui, pour autant, il ne lui arrive rien. Alors, voyons une autre scène. Là, vous voyez une ambulance qui arrive, quelqu'un passe tranquillement à vélo, et là, l'homme derrière n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. Et là, tout le monde part en courant, en tournant le dos au fortin israélien. On va voir une troisième scène grotesque, sachant qu'on en a plus d'une dizaine ce jour-là. Vous voyez une ambulance, voilà, une ambulance, et là, pour le coup, l'homme est vraiment blessé. Alors, vous voyez que toutes ces scènes sont grotesques. L'intérêt de vous montrer ça, c'est qu'un des grands arguments de France 2 a toujours été de nous dire comment pouvez-vous imaginer qu'on tournait une scène de guerre ce jour-là comment pouvez-vous imaginer qu'on tournait une scène de guerre ce jour-là alors que c'était véritable une fausse scène de guerre alors que c'était véritablement la guerre. Et ce que vous avez pu voir, c'est qu'effectivement ce jour-là, ce n'était pas la guerre, mais c'était ce qu'on appelle des fausses scènes de guerre tournées sur place, que certains appellent Pallywood, Palestinian Hollywood. Alors, on va voir donc la version de France 2 est-elle crédible avec 5 questions. Qu'a déclaré Charles Anderlin au sujet des images qu'il détient? Il a d'abord affirmé « J'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable ». Il a ensuite répété « Comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique ». Et enfin, il a répété encore la même chose « Sachant combien on me reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupé ». Ça, c'est donc sur 5 années. Maintenant, on va voir les fameuses 10 secondes. Alors ça, ce qui est très important, ce que vous compreniez, c'est que grâce au timecode, c'est-à-dire à la minuterie, enfin, au minutage qui est marqué sur les films, on peut savoir que ces images ont été tournées à la suite de, soi-disant, la mort de Mohamed Al-Nour. Donc regardez ces images-là. Donc là, rendez-vous compte, là, selon France 2, l'enfant est mort. Regardez bien ce qu'il va faire. Vous voyez, l'enfant lève le coude, baisse le coude, regardez le visage du père, et là, vous voyez le pied de l'enfant. Alors, on va le revoir en plus gros plan. Voilà, regardez. Voilà, le coude se lève, le coude se baisse, regardez le visage du père, et là vous avez l'enfant qui est soi-disant mort, qui lève son pied. Et vous avez des bruitages de balles derrière, alors que vous n'avez aucune balle qui vient frapper le mur, bien évidemment. Donc Charles Anderlin n'a pas dit la vérité, bien évidemment. Une fois que l'enfant est soi-disant mort, on a un enfant qui lève le coude, et on n'a en aucun cas une agonie de l'enfant. Alors, deuxième question, est-ce que la première scène du reportage de France 2 est authentique? Alors, première chose, dites-vous bien une chose, que là vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire une scène de guerre avec quelqu'un qui reçoit une balle filmée en direct. Ça n'arrive jamais. La seule chose que vous avez pu voir dans votre longue expérience de téléspectateur, c'est quelqu'un qui reçoit une balle en direct, c'est donc le président Kennedy, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, ou alors une exécution. Autrement, ça n'arrive jamais. Je voudrais qu'on revienne en arrière, qu'on revoie cette scène un instant. La flèche du haut. La flèche du haut. Voilà, on descend. Voilà. Regardez bien. Donc, maintenant, je voudrais bien que... Vas-y. Voilà, donc là, il prend soi-disant la balle dans la jambe droite.
Et là, chose exceptionnelle, l'ambulance arrive en 2 secondes. D'accord? Si votre téléphone portable s'était mis à sonner, c'est pour ça que je n'ai pas demandé à ce qu'on vous demande d'éteindre votre portable, pour qu'on puisse faire un exemple, il vous aurait fallu plus de 2 secondes pour décrocher. Là, l'ambulance arrive en 2 secondes. On va avancer une autre image, et là, vous allez voir quelque chose d'incroyable, c'est que cet homme, qui est censé être par hasard, qui n'est rien, va avoir une deuxième caméra qui est braquée sur lui, et qui va le filmer au moment où il prend cette balle, et vous allez voir que sur la droite de l'écran, l'ambulance est déjà partie, grâce au rétroviseur, avant même qu'il reçoive la balle. Donc, et par ailleurs, il a fait un bond dans ce sens-là, alors que la balle est censée le projeter sur la Jeep. Là, quand on va le traîner sur le sol, pas de sang. On le tient sur sa jambe droite, pas de sang, pas de sang. La suivante. Et là, on va voir que quand on le met sur la civière, sur la jambe droite, là où il est censé avoir reçu la balle, pas de plainte. Maintenant, on va voir d'autres images que France 2 nous a fournies au procès et qui montrent qu'au moment où on tourne cette fausse scène de guerre, hein, vous voyez cet homme-là, on va voir des choses incroyables comme des gens qui fument des cigarettes autour, mais aussi et surtout le père et l'enfant qui attendent tranquillement. Donc regardez. On retrouve les images de vous voyez, regardez lui qui fume tranquillement sa cigarette et qui va jouer avec sa cendre. Voilà. Lui à droite va cracher sa fumée. Voilà. Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Dans leur fuite, ces hommes passent devant Mohamed Al-Doura et son père Jamal, cachés derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Donc voilà, donc au moment où on tourne une fausse scène de guerre, la première scène du reportage de France 2, le père et l'enfant attendent déjà. C'est quand même étrange. Et regardez donc lui qui fume tranquillement sa cigarette, qui regarde, assez détendu, alors qu'on veut nous faire croire que le père et l'enfant ont été mitraillés pendant 45 minutes. Ce sont ces fameuses 45 minutes. Alors, donc la première scène du film, du reportage n'est pas authentique. Troisième question, quelle est la provenance des balles qui auraient atteint les Al-Doura? Donc, alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le caméraman est allé au Centre palestinien des droits de l'homme, 3 jours après les faits, faire une déclaration sous serment de ce qu'il aurait vu. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il a passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui en aurait duré 45, donc toujours les 45 et les 27 sur lesquels on a eu que 18, et il confirme que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid. Voilà, et que la durée encore a duré 45 minutes. Alors maintenant, on va voir le même caméraman nous dire la même chose un an plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles Anderlin a toujours affirmé que le caméraman était tellement choqué quand il a fait sa déclaration au Centre palestinien des droits de l'homme, il n'avait plus sa tête. Regardez ce qu'il répète un an plus tard. I never saw shooting in my life. 45 minutes shooting in the ball. Donc il nous confirme 45 minutes à tirer sur le garçon. Alors, la chose très importante, l'expertise balistique, elle nous explique quelque chose. C'est que là, 45 minutes de tir, là on n'est plus sur 1 mètre carré, on est sur environ plus de 4 mètres carrés. 45 minutes de tir sur un mur et avoir que 8 impacts de balles, c'est-à-dire moins d'une toutes les 5 minutes, c'est totalement grotesque. Vous voyez la taille des impacts de balles dans le mur. Si le père avait reçu 12 balles comme ça, vous pouvez imaginer dans quel état il serait. Autre chose, l'expertise balistique qui fait 90 pages, que je pourrais bien évidemment vous envoyer par email à la fin si ça vous intéresse, explique que les impacts sont ronds. Donc, les impacts sont ronds prouvent que les tirs sont perpendiculaires et ne viennent pas du côté de l'angle où se trouvait la position israélienne, sinon on aurait des formes ovales sur le mur. Maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin sur les tirs. I told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Alors, tous les tirs viennent de la position israélienne ou de la direction de la position. Ce que je voudrais vous faire lire maintenant, ce sont les témoignages écrits que Charles Anderlin a produits au procès qui a été tenu contre moi. Voilà. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc on est en plein délire absolu, et vous voyez que malgré les avions, les missiles, les hélicoptères, on a toujours 8 impacts de balles et pas une goutte de sang. Donc aucune balle qui a été tirée ce jour-là, en tout cas sur le mur, ne fut tirée du fortin israélien, et ça, c'est garanti à 100% par l'expertise scientifique balistique. Donc maintenant, quatrième question, qu'est-il arrivé au père et qu'est-il arrivé à la France? Cinquième question. Qu'est-il arrivé au père? On va écouter ce qu'il nous disait sur Canal+.
Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc 12 balles, vous avez vu son bras. Donc vous voyez que les 12 balles, toujours aucune goutte de sang. Vous voyez que sur son t-shirt il y a des petites taches, mais vous verrez ensuite que ça ne correspond pas à ça. On va avancer un petit peu plus loin. Le lendemain, Jamal, le lendemain des faits à l'hôpital. Donc là vous voyez qu'en revanche, là il a du sang sur son plâtre. Alors je sais qu'on a un peu de médecins dans la salle, on nous expliquera peut-être qu'on ne peut pas plâtrer une blessure ouverte. Ensuite du sang qui s'est déplacé, bien rouge. Et ensuite des cicatrices aux jambes, enfin des blessures aux jambes. Alors, on s'est retrouvé devant un problème, c'est qu'on avait en fin de compte, au bout de 4 ans, quand on a vraiment contesté les faits, France 2 nous a apporté des photos du père quasiment dénudé avec des cicatrices. Et les cicatrices étaient rectilignes. Donc il a fallu trouver une explication à tout ça. Et en fin de compte, l'explication est venue du médecin qui s'appelle le docteur Yehuda David Jean-Luc Amsalem, qui en fin de compte nous a expliqué l'histoire. Le père a été attaqué en 1992 à coups de hache et de couteau à Gaza. En 1994, Yehuda David Jean-Luc Amsalem l'a soigné à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv. Et donc, il avait donc des cicatrices rectilignes. Et ces cicatrices, c'est celles qui prétendent être les cicatrices des balles. Alors, on va écouter ce que nous dit Yehuda David. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת, ניתקתי אותם מהשרירים שלהם, מכף הרגל שמאל, והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה, כמובן, זה משאיר צלקות. ולכאורה, הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל דורא מציג אותן כפצעי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה, והתייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגיית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל דורא מציג כצלקות של פצעי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן, או סכין כנשק. Ok, on reviendra donc sur l'intervention de Yehuda David, puisqu'il y a des scientifiques qui sont là, des médecins qui sont là pour vous en parler. Comme vous le savez, il y a un procès, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais donc, en tout cas, ce qu'on sait de ça, c'est donc que Jamal Abdourah n'a pas été blessé devant la caméra de France 2, et le procès qui a eu lieu récemment, je dirais, n'inverse absolument pas ses conclusions. Je pourrais vous en parler plus tard. On va arriver donc à la 5e question. Qu'est-il arrivé à Mohamed Abdourah devant la caméra de France 2? Donc voilà, écoutons ce que nous dit le père. The first bullet hit him in the right knee. Donc la première balle l'a touché au genou droit, c'est très important. Souvenez-vous bien, genou droit. Écoutons-le. Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc toujours la jambe droite et 3 balles au total. Donc on va écouter ce que nous dit le médecin que France 2 authentifie comme le directeur médical qui a réceptionné l'enfant. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Alors il nous dit que Mohamed a été touché de face à la poitrine et une balle est sortie à la hauteur du rein. Alors regardez bien, ça c'est très important, c'est la décomposition des dernières secondes du film de France 2. Vous voyez qu'à la poitrine, il n'y a absolument rien. On en profite aussi pour voir que les balles, les jambes du père qui sont soi-disant criblées de balles n'ont absolument rien, pas plus que son bras. Vous voyez qu'à la poitrine, il n'a rien et que son genou droit non plus n'a toujours rien. En revanche, ce qu'on voit là, c'est qu'il a une tache rouge. En fin de compte, si on voit la photo suivante, qui est là, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, c'est un chiffon rouge que l'enfant tire de sa main et qu'il va positionner ensuite sous son estomac. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette tache rouge-là, mais vous voyez que là, il n'a absolument plus rien. Alors, on va écouter ce que nous dit Sharon Derlin. The picture of Mohamed Abdourah's body in the morgue of Shifa Hospital.
The wounds looked to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit. Donc il nous dit encore qu'il y a une sortie de balle dans le dos et que donc ils ont des images de la morgue de Gaza. Alors, avant de regarder, je tiens à vous dire, bien évidemment, à Gaza, il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont morts, c'est pas une terre c'est très simple. Donc vous allez voir effectivement les images d'un adolescent qui est mort. Mais regardez bien et surtout écoutez bien ce que nous dit le médecin et souvenez-vous que le père nous disait que l'enfant a reçu sa première balle au genou droit. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc là maintenant on s'aperçoit que celui qui a réceptionné le corps nous parle de blessures à la jambe gauche et donc de 2 sorties de balles qui sont rentrées de face et sorties dans le dos. Alors, voilà ce que nous dit l'expert balistique Jean-Claude Chinger, qui est le numéro 1 de l'expertise balistique à la Cour d'appel de Paris, qui nous dit que si la blessure au ventre avait été transfixiante comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France 2. Alors, regardez bien, une fois que l'enfant a levé le coude et baissé le coude, vous voyez que derrière son dos, les 2 sorties de balles n'ont provoqué, enfin, les 2 soi-disant n'ont provoqué aucun sang sur son dos, ni sur le mur, ni sur le père. Regardez maintenant ce que c'est qu'une vraie sortie de balle, à comparer avec une vraie sortie de balle. Voilà, vous voyez un jean, vous voyez un t-shirt, voilà ce que ça peut donner. Et si vous comparez avec France 2, voilà, toujours rien. Alors, pour mémoire, regardez le début du reportage de France 2 et écoutez bien. 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de... 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim, donc, et 45 minutes de tir. Donc on arrive à déjà 15h45 à la fin de la fusillade. Regardez bien, souvenez-vous bien. L'explication a été donnée dès le lendemain du drame par le médecin qui a examiné le corps. Cette blessure à la hauteur... Vous voyez bien que le médecin Mohamed Tawil est bien le médecin que France 2 authentifie comme étant le médecin qui a réceptionné le corps. Donc maintenant, on va écouter ce qui est arrivé véritablement et on va réécouter ce que nous dit le docteur Mohamed Tawil, mais interrogé par une autre chaîne de télévision. Was wissen wir über Mohammeds Verletzungen? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Intensivstation der Notaufnahme für die Schwerverletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute, wurden 2 Personen eingeliefert. Eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohammed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohammed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung. Ok, donc, pour faire simple, on avait un enfant mort qui est arrivé à 10h à la morgue et qui tourne à 15h de l'après-midi, à 15h donc, dans le reportage de France 2 vivant, et qui enfin est mort normalement à 15h45. Ça n'est pas scientifiquement possible. On a aussi une discordance entre la blessure à la jambe droite et à la jambe gauche. Donc maintenant on peut se poser une autre question, c'est y a-t-il en fait 2 enfants? Alors on va écouter maintenant la 4e expertise, qui est une expertise biométrique qui permet de comparer les visages. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohammed al-Dura zeigen sollen. Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat. Denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen.
Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohammed al-Dura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Bogen verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man genau, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass. Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Donc voilà, donc on a résolu l'énigme. Il y a un enfant qui est effectivement arrivé mort à 10 h du matin à la morgue de Gaza. Le caméraman de France 2 a tourné une fausse scène de guerre à partir de 15 h et les obsèques ont été faites à partir du corps qui est arrivé le matin à 10 h du matin. Donc Mohamed al-Dura n'a pas été tué devant la caméra de France 2 le 30 septembre. Je voudrais que vous puissiez voir les dernières secondes du rush de France 2. Regardez bien, c'est une fois que l'enfant a levé la tête, levé le coude et baissé la tête. Regardez bien, ce sont 3 secondes très intéressantes, avec le trépied sur la gauche. Et vous voyez que derrière le baril, dans les secondes qui ont suivi, alors que le père et l'enfant sont censés avoir été criblés de 15 balles qui ont transpercé leur corps, ils sont d'abord plus là, exceptionnel, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a pas une goutte de sang, ni sur le mur, nulle part. Donc la mise en scène diffusée par France 2 n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour résumer l'affaire en 2 mots, vous avez donc 45 minutes de tir, pas une goutte de sang sur le corps et 15 balles sur le viking, pas une goutte de sang et 8 impacts. À droite, un enfant mort qui lève le coude en tournant sa tête en direction du caméraman. Pourquoi c'est si important? C'est qu'il y a des monuments partout dans le monde entier comme ça qui fleurissent. Il y a encore 6 mois en Turquie, ils ont ouvert un jardin d'enfants à la mémoire de Mohamed al-Dura. Et il y a donc 2 procès que j'ai gagnés. Le procès que j'ai gagné contre France 2, quand France 2 m'a attaqué en diffamation quand je les ai accusés d'avoir diffamé une mise en scène. Et un deuxième procès que j'ai gagné quand Canal+ a fait un documentaire sur m'attaquant, qui a duré 52 minutes, où j'étais attaqué pendant une grosse partie du reportage, où moi je les ai attaqués en diffamation et où eux ont été condamnés en diffamation. Alors, je voudrais juste conclure pour vous dire ce qui s'est passé hier. Je suis rentré dimanche soir des États-Unis, j'étais à Los Angeles. Et vendredi soir, j'ai vu le père de Daniel Pearl, dont vous avez pu voir la vidéo assez horrible. Et le père de Daniel Pearl, avec quelqu'un que je vois assez souvent, et qui me demande depuis des années, ça fait plus de 7 ans que je le connais maintenant, il m'a dit « Je ne te demande pas de venger la mémoire de mon fils, mais je veux au moins qu'on sache que mon fils a été assassiné pour un truc qui est un faux. » Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je délivre un message à Nicolas Sarkozy. Et finalement, la chance a fait que hier matin, j'avais rendez-vous avec un rendez-vous totalement officiel avec le président de la République dans le cadre d'une cérémonie qu'il venait donner, où il venait, je dirais, fleurir la tombe des policiers morts pendant la guerre. Et donc, ce n'était pas un rendez-vous personnel, mais il venait me serrer la main, donc je le savais. Donc, le père de Daniel Pearl, Julia Pearl, m'a envoyé un email, 3 phrases que j'ai traduites et que j'ai imprimées avec la version française et anglaise. J'ai agrafé la carte de visite du père de Daniel Pearl, ma carte de visite. Et je voudrais juste que vous voyez, puisque le hasard faisant extrêmement bien les choses, hier soir, France 2 a filmé la scène et l'a montré au journal télévisé. On peut dire qu'il n'y a peut-être pas de hasard, mais regardez donc, c'est le début. C'était ce midi, quelques heures. Voilà, ça c'est le papier que je lui ai donné. Avant la décision du juge new-yorkais. Il n'a rien dit. Voilà, il n'a rien dit sur Denis Strauss-Kahn, mais il a pris le papier. Je n'ai pu lui en parler. Alors regardez bien. Vous voyez, il tient bien encore le papier là. Et là, il l'a encore dans la main. Donc il l'a encore. Jusque-là, il l'avait encore. Après, il l'a mis dans sa poche. Ce que je voudrais, c'est vous faire lire les quelques lignes que Julia Pearl lui a données. Monsieur le Président, pas un jour n'est passé sans que je n'entende la voix de mon fils Daniel qui me demande est-ce que le président Sarkozy va dénoncer l'accusation antisémite qui a pris ma vie? Est-ce qu'il va entendre l'appel de l'histoire et joindre les rangs des Émile Zola? Ou laissera-t-il l'affaire al-Dura comme une tâche indélébile pour les médias français? Respectueusement, Dr Julia Pearl, président de la Fondation Daniel Pearl. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que on est sur un point de retournement, puisque dès ce soir, j'ai demandé à des médias d'en parler, donc j'espère que ça va enfin, que le message va enfin percer, puisque c'est quand même maintenant 9 ans que je suis sur le dossier,
et que je suis depuis 7 ans judiciairement attaqué par Frontex. Voilà. Voilà, donc si vous voulez suivre l'actualité de l'affaire, vous m'envoyez un mail ou je suis aussi sur Facebook. Merci à tous.